Nouvelle édition d'Afrique Info sur CCTV français. Bienvenue à toutes et à tous. Retour sur l'attaque au Burkina Faso. Le ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures a déclaré que les forces de sécurité avaient investi les bâtiments et zones alentours attaqués par les extrémistes pour assurer que personne ne s'enfuit. Simon Compaoré a déclaré qu'il y avait plus d'une vingtaine de victimes originaires de 18 pays différents. Lors du siège de vendredi, des militants liés à Al-Qaïda ont tué des gens se trouvant à l'hôtel Splendide et dans le café Cappuccino adjacent. Les forces burkinabèses, appuyées par les soldats français basés dans le Mali voisin, sont parvenus à libérer jusqu'à présent plus de 150 otages. Ce qui est clair, il vous a été dit qu'on est en train de nettoyer les poches là, de résistance. Il y a 3 qui ont été mis hors d'état de nuire, dont 2 femmes, un homme. Voilà. Un négro-africaine et deux peau blanche. Voilà. Mais on vous a dit également qu'il y a 23 morts pour le moment. Et il y a plus d'une centaine, 100 à 150 personnes qui ont été libérées, et dont certains sont blessés et sont admis à l'hôpital, sont pris en charge au niveau de l'hôpital. Nous avons été à 3 heures du matin avec le directeur national, le directeur général de l'hôpital Yalado, et les dispositions sont prises là-bas. Il y en a qui étaient admis déjà même au bloc. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter vraiment les agents de la santé, les médecins, les chirurgiens qui ont travaillé toute la nuit jusqu'au matin. L'Union africaine fait savoir qu'elle se heurte à une certaine résistance de quelques-uns de ses membres qui estiment que le déploiement de soldats au Burundi devrait être retardé. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait proposé d'envoyer 5000 militaires, policiers et autres au Burundi, en dépit de l'objectif consistant à protéger les populations civiles de l'aggravation des violences. Le gouvernement de Bujumbura ainsi que d'autres nations africaines semblent peu enclins à accepter cette proposition. Ce travail a commencé il y a quelque temps et normalement nous le terminerons avec la Force d'Afrique de l'Est et les Nations Unies. D'après l'Union africaine, le continent possède les ressources permettant le déploiement au Burundi. Elle appelle ses membres à la coopération pour permettre la réussite de la mission. Je pense que les pays africains, à leur façon, devraient être capables de remplir les conditions. Certains pourraient fournir des soldats, d'autres du personnel de santé et d'autres encore des officiers de police. Ainsi, la capacité est potentiellement présente. Il s'agit de travailler à une mission précise. Par ailleurs, l'Union africaine doit faire face à la résistance de certaines zones. La Tanzanie et le Soudan ont exprimé des inquiétudes concernant ce déploiement. Le ministre soudanais de la Défense, Yahya Mohamed, a déclaré que malgré l'insatisfaction du Soudan au sujet du projet de l'Union africaine au Burundi, son pays y participera en dépêchant des observateurs militaires et des civils dans le cadre de cette mission. Le Soudan reste engagé dans l'ensemble des activités de paix et de sécurité en Afrique. Il a déjà annoncé qu'il accepte de mobiliser 120 observateurs militaires et autres civils de compositions variées qui intégreront la force d'Afrique de l'Est. Alors que l'Assemblée de l'Union à Addis Abeba aura lieu à la fin du mois, les responsables de l'Union africaine ont des difficultés à proposer un projet concret visant à soutenir le déploiement des troupes au Burundi. Lors de cette assemblée, un forum avec le président Pierre Nkurunziza ou avec ses principaux conseillers aura lieu. Il sera peut-être l'occasion d'exprimer son opposition à ce déploiement. Au Nigeria, la lutte contre la corruption a permis de recouvrir plusieurs milliards de dollars américains d'argent public. Le porte-parole du président du pays, Garba Shehu, a déclaré que le gouvernement avait tenu sa promesse d'éradiquer la corruption, mais les critiques persistent. Le climat économique est difficile au Nigeria. Le prix du pétrole brut, la principale source de revenus du pays, est en chute libre mondialement et ses ressources sont taxées par une administration corrompue.
La corruption concernait également des individus proches du président. Il a fait preuve d'un détachement complet par rapport à ces personnes et a permis à la procédure de suivre son cours. Donc nous sommes ici engagés dans une campagne très sérieuse et très vigoureuse contre la corruption. Le président n'épargnera personne. La mission que s'est donnée le président Muhammadu Buhari de récupérer les fonds publics volés a touché aux plus hautes sphères de l'administration. L'enquête a été menée auprès de la compagnie nationale pétrolière, la NNPC, et s'est soldée par l'arrestation d'un ancien conseiller en matière de sécurité, Sambo Dasuki. Il est accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars dans le cadre d'accords de vente d'armes. À l'heure actuelle, il plaide non coupable. Le porte-parole du président rappelle qu'il ne s'agit pas ici d'une campagne menée seulement à l'encontre des membres de l'opposition. Le président a montré qu'il ne craignait d'inculper personne dans le pays. L'opposition pense qu'elle est visée par cette campagne, mais tout cela a une explication logique. Ils viennent de terminer leur mandat. Or, les fonds publics que nous récupérons dans notre combat contre la corruption, nous les récupérons auprès des personnes qui faisaient récemment partie du gouvernement. Malgré tous les efforts déployés, même les partisans de cette campagne anticorruption reconnaissent qu'une relance économique du pays nécessiterait des mesures complémentaires. Pour l'instant, les mesures gouvernementales ont pris pour cible principale la corruption. C'est bien, mais il ne faut pas oublier que nous avons une monnaie qui dégringole à l'heure actuelle et rien de concret n'a été mis en place pour pallier à cela. Les personnes corrompues vont être poursuivies en justice, mais ce n'est pas suffisant. La corruption est un phénomène persistant au Nigeria et son éradication demandera un travail de longue haleine. Les autorités gouvernementales constatent que la corruption a significativement diminué depuis l'entrée en fonction du président Buhari. Bien que la campagne s'avère efficace sur le territoire national, la plupart des fonds détournés se trouvent encore hors de portée du gouvernement dans des comptes bancaires à l'étranger. L'économie nigériane est affaiblie par la baisse des prix du pétrole. De nombreux Nigérians ressentent désormais les effets de cette baisse et doivent revoir leurs habitudes de consommation à la baisse. Les Nigériens ont une forte attirance pour les voitures de luxe. Les rues de la capitale en sont pleines, de différentes formes et tailles. Toutefois, certains propriétaires de ces voitures, comme Alex Oji, commencent à les remplacer. Il a eu cette voiture pendant près de 2 ans et il la revend pour presque la moitié de son prix d'origine. Son choix s'est porté sur une voiture moins onéreuse qui sera plus facile à entretenir. J'adore les voitures de luxe, mais l'économie n'est pas stable et pas adaptée pour entretenir une voiture si chère. Ce n'est plus raisonnable. C'est pourquoi je suis venu ici pour la vendre, pour avoir une voiture plus petite et plus pratique. Nombreux comme Alex font face à des défis similaires. Ils abandonnent leur voiture de luxe en la vendant ou en l'échangeant. Beaucoup ont bénéficié du boom du pétrole, assez pour dépenser des millions dans une voiture luxueuse. Mais dernièrement, le manque de liquidité dans le pays s'est fait ressentir et les prix du pétrole, qui est vital pour l'économie du pays, sont tombés à 32 $ le baril. Et les acheteurs traditionnels recherchent des alternatives aux revendeurs de brut. La situation n'est pas meilleure pour les concessionnaires qui ont beaucoup de stocks. Nous avons ce problème dans le système où les gens rapportent leur voiture d'une valeur de 8 millions de naira. Que se passe-t-il avec l'économie maintenant? Les gens ramènent leurs voitures pour les vendre. C'est juste parce qu'il n'y a plus d'argent en circulation. Et les ventes sont au plus bas. Le taux de vente est très bas. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Par exemple, j'ai cette voiture que je vends pour 14 millions et 14 millions de naira, ce n'est pas une petite somme. Nous manquons vraiment de clients à présent. La baisse dans le patronage a rendu les opérateurs inquiets. Même s'ils ne savent pas quand la situation va changer, ils espèrent que ce sera pour bientôt et que les affaires reprendront très vite. Au Zimbabwe, le gouvernement a pris des mesures pour éviter une crise alimentaire imminente. Le Bureau national des acquisitions a autorisé le Bureau de gestion des céréales à importer de façon urgente 230 000 tonnes de maïs du voisin zambien.
30 000 tonnes seront fournies immédiatement pour faire face à la famine en raison de rapports alarmants indiquant qu'il ne restait que quelques semaines de réserve. Cela, selon des officiels, sera réglé en peu de temps. Au moins 1,5 million de Zimbabwéens ont reçu des suppléments alimentaires cette année, après que de faibles précipitations ont anéanti les récoltes dans la plupart des zones du pays suite à la sécheresse ayant touché la région sud l'année dernière. Il s'agit d'une bonne quantité initiale pour répondre aux besoins de la population durant une certaine période. Et les choses s'annoncent sombres pour 2016. Le Zimbabwe est confronté à une autre sécheresse en raison des effets du phénomène El Niño, le pire en 18 ans. L'année dernière, près de 150 millions de dollars ont été dépensés en importations alimentaires et davantage sera nécessaire cette année avec une demande qui devrait mettre du stress et une pression supplémentaire sur les caisses de la nation. L'État, par le biais de son Bureau national des céréales, s'est chargé de la plus grande partie de ces acquisitions. Le Bureau national des céréales dispose d'un financement faible et n'est pas parvenu à payer les fermiers locaux pour leur livraison aux silos nationaux au cours des dernières années. Et ce sont ces insuffisances locales qui ont amené des acteurs privés à prendre part au processus. Et des meuniers privés font du lobbying auprès du ministère de l'Agriculture pour accorder davantage de licences d'importation et garantir ainsi la qualité des céréales, pas uniquement de Zambie, qui cette saison va aussi connaître un déficit, mais venant d'autres marchés plus éloignés comme l'Amérique du Sud. Historiquement, nous savons qu'une plus grande participation du secteur privé mène à des marchés plus efficaces. Il est irréaliste de penser qu'avec l'état de notre agriculture et les lois actuelles, nous serons capables de répondre à nos besoins. Le secteur privé peut intervenir d'une manière plus importante et garantir qu'il y a une quantité optimale de maïs. La demande annuelle en maïs du Zimbabwe est d'1,8 million de tonnes. Le gouvernement cherche à importer environ 700 000 tonnes pour éviter les pénuries cette année. La ville de Bosaso, dans le nord-est de la Somalie, s'est dotée d'un nouvel aéroport construit par une compagnie chinoise. Cet aéroport stratégique est désormais ouvert aux vols locaux et internationaux. La ville de Bosaso, capitale commerciale du Puntland, une région semi-autonome du nord de la Somalie, a officiellement un nouvel aéroport international. Le président Hassan Sheikh Mohamud a inauguré un aéroport construit par l'entreprise chinoise CCECC. Le budget initial pour ce projet était de 6,3 millions de dollars et nous avons dépensé 3 fois cette somme en réalité. Pour les contracteurs chinois, ce n'est pas juste de la construction, c'est un investissement sur la vie et nous vous remercions des sacrifices que vous avez consentis pour nous. L'aéroport possède une piste de 2,4 km de long, la plus grande de Somalie. La première phase du projet est terminée et les ingénieurs commencent maintenant la phase finale qui comprend un nouveau terminal. Nous sommes montés à bord du premier avion pour atterrir à Bosaso. Les diplomates étrangers et des représentants de l'ONU étaient présents à la cérémonie. Le président somalien dit que l'aéroport est le symbole d'une nation en pleine reconstruction. Je remercie tous ceux qui ont joué un rôle dans la réalisation de cette histoire à succès. C'est un progrès important, pas seulement pour la population du Puntland, mais pour la République de Somalie. Nous revenons de loin et nous allons travailler sans relâche jusqu'à ce que la nation soit reconstruite. Le projet a été terminé en moins d'1 an. C'est le premier réalisé par une entreprise chinoise en Somalie depuis la chute du gouvernement central. L'ambassadeur dit que son pays soutient la Somalie. Il a même donné un discours dans la langue locale. La Chine va jouer un rôle important dans le développement et la construction de la Somalie. Le président somalien et le président chinois se sont récemment rencontrés au sommet FOCAC en Afrique du Sud. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire que nous sommes ici pour aider à reconstruire la Somalie. Les compagnies aériennes locales ont commencé leurs opérations à l'aéroport. L'aéroport de Bosaso desservira près d'un tiers de la population somalienne. En Ouganda, le nombre de mariages avec des enfants est en hausse. L'UNICEF prévient que certaines pratiques culturelles présentent des risques pour les jeunes filles de ce pays. Fadila Confort a 15 ans et elle a un enfant. Fadila a été mariée l'an dernier par ses parents à un homme qui l'a abandonnée après la naissance de son bébé. En raison de mes difficultés financières, j'ai quitté l'école. Je n'avais que 15 ans et la seule solution selon mes parents était de me marier.
Fadila fait partie des nombreuses jeunes filles qui ont été détournées de l'école en raison de mariages forcés en Ouganda. L'ONU dit que ce nombre est en hausse. Par exemple, dans ce centre où nous nous trouvons, des jeunes filles qui ont eu des enfants à l'âge de 15 ans ont été forcées de quitter l'école. Selon une étude de l'UNICEF menée entre 2014 et 2015, environ 1 million de jeunes filles en Ouganda se sont mariées avant l'âge de 15 ans. Les normes culturelles et la pauvreté sont en partie responsables du fait que la société ne donne pas aux filles les mêmes chances dans la vie qu'aux garçons. Le gouvernement a établi un département de protection de l'enfance, mais de plus en plus de jeunes filles sont les victimes de cas qui ne sont pas assez souvent rapportés aux autorités. Un peu de sport pour terminer. Le Rwanda se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2016 et rêve de remporter le trophée. L'entraîneur Johnny McKinstry déclare que la priorité est de se qualifier d'abord, alors que l'équipe se prépare actuellement pour le match d'ouverture de samedi contre la Côte d'Ivoire. Les nations hôtes ont été frappées par la malchance lors des précédents championnats. Mardi, le coach Johnny McKinstry organise une petite session d'entraînement à Kigali, une journée après la victoire de son équipe contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda se prépare pour le championnat d'Afrique des Nations de football 2016 dont il sera l'hôte. C'est la première fois que la compétition aura lieu en Afrique de l'Est. Le match d'ouverture contre la Côte d'Ivoire aura lieu samedi au stade Amahoro. Les rencontres amicales ont permis de tester nos joueurs contre le Cameroun et la RDC. C'était une bonne préparation. La compétition est réservée aux joueurs basés dans leur pays. Il est parfois difficile de sélectionner les favoris qui participeront au championnat. Les 16 équipes se mettent à niveau avant le grand lancement. C'est la deuxième fois que le Rwanda participe à cette rencontre. C'est en 2011 que l'équipe avait fait ses grands débuts. Cette fois-ci, l'équipe espère s'être suffisamment améliorée pour ne pas décevoir ses fans. Néanmoins, certains supporters ne semblent pas être très optimistes. Je ne pense pas que l'équipe puisse remporter le titre. Elle peut arriver en demi-finale, mais elle reste une équipe jeune et manque d'expérience. Cette compétition sera un véritable challenge. Pour l'entraîneur, la première des priorités est d'éviter la malédiction qui semble faire perdre les pays hôtes. 2 pays hôtes sur 3 n'ont pas eu la chance de voir leur équipe se qualifier lors des précédents championnats. Notre plus grand défi est de se qualifier en début de compétition et de s'appuyer sur cette victoire pour continuer à avancer. L'entraîneur semble vouloir conserver des ambitions modestes. Néanmoins, si son équipe remporte le trophée, ce sera la première victoire d'un pays hôte et même d'un pays d'Afrique de l'Est. Cette édition d'Afrique Info est terminée. Merci à vous tous de votre fidélité. À bientôt.